C'est l'autre événement mondial, mais artistique cette fois-ci. Ça se passe en Suède la semaine prochaine. L'Eurovision, 200 millions de téléspectateurs attendus pour la finale. Mais derrière le grand show, que se passe-t-il? On va vous raconter les enjeux géopolitiques qui vont bien au-delà de ce gigantesque concours de chant. C'est Slimane qui représente la France cette année et comme tout bon politique, il a fait le tour de l'Europe pour séduire ses fans et les futurs votants. Enfin, c'était pile il y a 13 ans. Allez, Cocorico, vive la France, j'espère qu'on va ramener plein de médailles. Tout de suite, on parle d'un autre événement planétaire, artistique cette fois-ci. J'ai nommé l'Eurovision, le grand show et géopolitique. Samedi prochain en Suède devant 200 millions de téléspectateurs, c'est tout comme. Et c'est signé Pierre-Henri Alderbaum. Welcome to the grand final of the Eurovision Song Contest. Ce concours musical réunit 37 pays. Et pendant la soirée, tous s'affrontent en chansons et ont chacun 3 minutes pour convaincre. Un événement multidiffusé au score pharaonique. C'est le deuxième show au monde après le Super Bowl. En France, l'Eurovision est toujours numéro 1 des audiences devant The Voice. Ça commence à fédérer vraiment les gens parce que les représentants sont de plus en plus connus. Cette année, on a une grosse star quand même qui est Slimane. L'événement d'un soir réunit plus de 160 millions de téléspectateurs. Derrière ce concours, s'en cache un autre. Pour certains pays, l'Eurovision, c'est vraiment un objectif, c'est un outil de soft power. Pour des pays qui n'ont pas forcément l'occasion de briller sur la scène internationale de manière diplomatique, par exemple, ou alors en sport, eh bien ça va être l'Eurovision un moment aussi pour exprimer son savoir-faire. Il y a vraiment un intérêt pour le concours assez vif qu'on ne mesure peut-être pas en France, parce que finalement la France a l'habitude d'être représentée sur toutes les scènes internationales. Alors en 2015, changement de cap. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à l'époque, critique la prestation de la France et y voit un intérêt. À l'Eurovision, on est avant-dernier, avant-avant-dernier et dernier. Bon, je crois qu'il faut comprendre que si on participe, il faut participer dans des conditions qui nous permettent d'être dans les premiers rangs. L'influence de la France, c'est pas simplement les positions politiques ou économiques qu'elle prend, c'est aussi la culture. Laurent Fabius l'a bien compris, l'Eurovision est un événement géopolitique et permet de faire rayonner l'image de la France à l'international. L'Eurovision a cette faculté, effectivement, de permettre pour n'importe quel État d'avoir une forme de suprématie momentanée, festive, au sein de l'espace européen, et en quelque sorte de briller. S'intéresser à l'Eurovision, c'était un moyen aussi de dire qu'il ne faut pas se priver de potentiels relais d'influence pour parler à une population plus large. Un outil d'influence, mais aussi politique. Pourtant, le règlement du concours est clair, c'est un événement non politique. Moi ça, je n'y crois pas. On a vu par exemple cette année que le choix de la chanson d'Israël a été compliqué. L'UR estimait que les paroles étaient politiques. Dans la première version qui s'appelait October Rain, pluie d'octobre, on pouvait dire que ça faisait clairement référence à l'attaque du 7 octobre. La version finale qui s'appelle Hurricane, donc la tempête, on peut y voir quand même, enfin à titre personnel, j'y vois aussi un sens politique et clairement une référence aux événements du 7 octobre. Alors question, le concours de l'Eurovision est-il un terrain d'affrontement politique ? Franck Louvrier, Gaspard Ganzer, bonjour à vous deux. Alors cette question, l'Eurovision est-il devenu un terrain d'affrontement politique? Je pense que la politique est partout, à la télévision et aussi dans la chanson. Alors c'est un affrontement encore mezzo voce par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, dans les manifestations, dans les débats, dans les chaînes d'information. Mais il y a de la politique quand même, puisqu'on y voit l'évolution de la société, on y voit le reflet des conflits internationaux, on y voit aussi des plus petits pays en taille ou en poids économique qui font entendre leur voix. Donc oui, c'est une stratégie. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que oui, il y a certains pays qui en fait utilisent aussi cet événement pour redorer leur blason, par exemple leur image. L'Eurovision, ça me rappelle un peu les séances du Conseil européen. Plus le pays est petit, plus le chef d'État parlait longtemps. Et plus ça en fait parce du qu'il bruit. utilise en fin de compte, d'une façon ou d'une autre, cette tribune pour pouvoir s'exprimer.
Donc je pense que la France utilise moins, en fin de compte, ces tribunes que peut l'utiliser un plus petit pays européen. C'est ça qui est intéressant aussi. Et tribune d'actualité aussi, parce qu'il y en a qui essayent de surfer sur une actualité historique, politique, géopolitique. Oui, on vient de voir dans le sujet la candidate israélienne Eden Golan. Elle a été obligée de changer les paroles de sa chanson pour pouvoir participer. Elle ne parlera plus explicitement de l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël. En revanche, elle a annoncé qu'elle porterait une robe, je cite, qui doit rappeler les plaies d'Israël. Est-ce que ça place dans un concours comme ça? Normalement, non. Parce que normalement, la réglementation l'interdit. Mais on voit bien qu'en fin de compte, il y a une telle force extérieure qui fait que l'événement va sur l'autre événement. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, l'événement est remplacé par l'événement politique. Du coup, la règle est un peu hypocrite, non? Oui, et puis même à l'inverse, je pense que ça pourrait surprendre les téléspectateurs israéliens, du monde entier peut-être d'ailleurs aussi, qu'il n'y ait aucune référence. La charge de la preuve est en quelque sorte inversée, et ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a des drames dans le monde, ce qui a pu se passer en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, même si les situations sont extrêmement différentes, enfin ce qui se passe toujours en Ukraine d'ailleurs, eh bien on attend finalement dans un événement sportif, parfois comme une Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques ou une grande compétition culturelle, que ça soit des remises de prix comme les Oscars et César, on attend qu'il se passe quelque chose, et s'il se passe rien, on est presque surpris. Et d'ailleurs, il y a des messages qui sont passés. C'est un outil soft power, c'est vrai. Maintenant, c'est utilisé par les pays comme un outil diplomatique, en fin de compte. Même si le règlement l'empêche, on le voit bien, à chaque fois, il y a une tendance à vouloir imposer des idées, alors aussi bien des positions politiques, que aussi des positions sociétales, parce qu'on le voit sur la défense des minorités, etc. Alors justement, en 2002, victoire de l'Ukraine et exclusion de la Russie, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant. En 1998, l'Israélienne Dana International, artiste trans. En 2014, Conchita Wurst, qui est drag queen avec une barbe. Est-ce que c'est aussi une façon de bousculer les esprits sur le plan sociétal? On utilise 200 millions de téléspectateurs. C'est extraordinaire. Je pense que c'est sans doute l'émission la plus importante au monde. En tout cas en nombre de téléspectateurs, ça concurrence les grands événements sportifs. Et il n'y en a pas d'autres, en fin de compte, en dehors des événements sportifs, qui attirent autant de monde. Donc c'est ça aussi l'opportunité formidable. Donc on fait évoluer la société grâce à ça. On peut faire évoluer la société grâce à ça, mais il faut faire ça avec finesse, parce que sinon ça ne marche pas. Oui, et puis je pense que c'est le rôle de la musique, de façon générale, de faire bouger les mœurs. Alors là, c'est pas dans la grande épopée du rock'n'roll ou du punk, mais on voit bien quand même que c'est souvent par l'art qu'on fait bouger les lignes, et quelque part, ça serait presque surprenant que ça ne soit pas le cas et que ça soit simplement sage et qu'on passait. Je pense que ça ennuierait tout le monde. Justement, on va regarder peut-être la France, soyons un peu chauvins quand même. Coup de projecteur, cette année, on est représenté par un ancien gagnant de The Voice. Je crois que la dernière fois, c'était deuxième, notre meilleur. C'est ça, avec Barbara Bravi. On a joué la notoriété avant l'heure, c'est-à-dire qu'on a pris un artiste qui est déjà connu, donc qui nous permet de rentrer peut-être dans la shortlist plus facilement que lorsque c'est des artistes méconnus. Et puis on a aussi fait campagne, parce que nos voisins ne votent pas toujours pour nous. Ça, il y a souvent des alliances qui se font un peu hors parfois, la ils France. votent contre nous, les Belges. Et par contre, les Arméniens votent toujours pour nous. Et donc Slimane a entamé une tournée d'Europe. Il a été en Belgique notamment. Il a été sur le plateau de The Voice pour proposer sa chanson, pour convaincre le public belge de voter pour nous. C'est sa tournée européenne à lui. Voilà. Est-ce que pour le coup, on a plus de chance cette année? Peut-être, sans doute. Peut-être, même si on est quand même pas toujours au centre de l'Europe. C'est-à-dire que je pense que, paradoxalement, les Européens ou les gens qui votent ont pas spontanément envie de voter pour des Allemands, des Français, des Britanniques. Vous pensez que le pouvoir, pour le coup, politique, va être attentif aux performances de la délégation française? Oui, pour deux raisons déjà, parce que c'est un spectacle, comme l'a dit Franck tout à l'heure, extrêmement populaire, très regardé en France et dans l'Europe. On a entendu Fabius tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde. Moi, Laurent Fabius, avec qui j'ai travaillé, était obsédé à juste titre par la question de l'influence culturelle et du soft power dont tu parlais, Franck, tout à l'heure. Donc oui, je pense qu'ils regardent. Et puis, je pense que toutes les générations regardent l'Eurovision aussi en France. Les plus jeunes, les plus âgés, c'est un spectacle à la fois familial, mais aussi qui peut se retrouver dans tous les milieux. Et je pense que donc en politique, pour un politique français, ça a de l'importance. Et il paraît que les Français de l'étranger sont appelés à voter par le Quai d'Orsay. Incroyable. Oui, mais c'est une bonne idée, parce qu'en fin de compte, c'est une émission, ce qu'on appelle fédérative. C'est attire toutes les générations. Et il n'y en a pas beaucoup, on en connaît. Les The Voice et autres émissions, mais c'est une émission fédérative. C'est pour ça que c'est des succès d'audience incroyables. Bon, vous voterez? Bien sûr, moi, regardez ça. Sauf que les Français ne peuvent pas voter pour leurs candidats. On peut voter pour les candidats. Oui, mais on va mener des stratégies très complexes. Vous pouvez voter pour l'Arménie. En tout cas, les Suédois se battent à fond. À chaque fois, c'est impressionnant parce que je pense qu'ils veulent pas perdre la culture ABBA. Donc, allez, la finale, en tout cas, c'est sur France 2 et c'est samedi prochain. La culture, c'est donc politique. Moi, je dis, allez, Slimane. Allez, vous restez avec nous. On va remonter le temps. À présent, c'était il y a
13 ans, pratiquement jour pour jour. On va vous raconter l'histoire